Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce second live talk show des Animé Awards FR 2025 organisé par Canimi. Je suis super heureux de vous retrouver 2 semaines après le premier talk show qui traitait des openings, des endings, mais aussi d'animation Cara Design. Aujourd'hui, on part sur d'autres catégories, bien évidemment, avec les personnages, les genres, mais également la bande-son. Donc autant vous dire qu'on va quand même brasser pas mal d'animés ce soir pour notre plus grand plaisir avec les invités exceptionnels que j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui, qui se trouvent à mes côtés. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On peut commencer par Paco. Ça va, écoute, je suis ravi d'être là. Mon frérot, le Twitos, fan d'Evangelion. Il y a le t-shirt, c'est pas pour rien. Évidemment, je pense que ça va parler de J-Quax en légende tout à l'heure. Toujours. On est également avec Mimi. Oui, qui nous fait l'honneur d'être encore là, vraiment. Encore merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Mimi, qui, une fois de plus, je le rappelle, à qui on doit la magnifique bannière cette année des Animé Awards que vous avez vu durant l'écran Waiting Screen. On est également avec Soge. Comment tu vas, mon ref ? Eh ben, ça va très bien. Je suis très content de revenir. L'année dernière, j'étais aussi invité et je suis trop content d'être là pour cette nouvelle soirée, cette nouvelle émission. Eh ben, plaisir partagé. On est également avec Sorat qui était là aussi. Oui. Moi, c'est la 3e année que je suis là. Merci de m'applaudir, c'est pas la peine. Incroyable. C'est toujours un plaisir, c'est trop bien. C'est pour ça que je reviens, sinon je reviendrai pas finalement. Bah oui, c'est vrai. J'aime beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu fais le coup du chapeau finalement. Bien sûr. Incroyable. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet et de commencer par parler par les meilleurs personnages féminins, 2-3 petites piqûres de rappel, comme d'habitude. Donc, les votes sont toujours ouverts jusqu'au 6 février. Donc, si vous n'avez pas encore voté, il n'y a pas le feu, il n'y a pas d'urgence, mais commencez tout de même à terminer de visionner vos derniers animés de 2025 pour pouvoir taper votre meilleur vote. Actuellement, il y a plus de 3400 votants, ce qui est déjà pas mal, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Et surtout, je devrais peut-être pas vous le dire, mais il y a beaucoup de catégories où chaque vote va compter. Donc franchement, il faut y aller, c'est super important. Également, rappel pour dire que la cérémonie des Animé Awards se déroulera le 28 février, c'est un samedi, à la Japan Expo de Marseille en présentiel. Pour ceux qui voudraient y participer, très important, il faut avoir l'application Japan Expo et avoir son ticket, bien évidemment, pour le samedi. Et sur l'application Japan Expo, vous aurez la possibilité de vous inscrire pour avoir votre place pour visionner la cérémonie des Animé Awards. Pour ceux qui ne pourraient évidemment pas se déplacer à Marseille le 28 février, ce sera diffusé ici, sur la même chaîne Twitch. L'heure prévue, c'est 18h30. Voilà, comme ça, je vous ai donné l'information. Également, énorme big up aux frérots de AMV France. Les vidéos qu'on va vous envoyer ici des différents nommés, c'est grâce à eux qu'on les a. Les petits bandeaux qui se sont affichés devant nos bustes il y a quelques secondes, je les invités. C'est à eux aussi qu'on les doit, donc merci à eux. On est en partenariat avec cette édition des Anime Awards avec AMV France. Donc ça fait toujours très très plaisir. Ceci étant dit, j'arrête mon blabla de début d'émission et je pense qu'on peut envoyer la catégorie des meilleurs personnages féminins. Une très belle sélection cette année avec des personnages qu'on connaît, qui reviennent, notamment avec des saisons 2, des saisons 3, voire peut-être même plus. Je pense notamment à Dr Stone avec le personnage de Suika. Mais on avait envie de commencer très très lourd pour cette émission, notamment en discutant d'un personnage qui a vraiment marqué l'année, à savoir Rise de Chainsaw Man. Et je pense qu'on l'a
tous vus autour de cette table. Mais il y a Sorad qui avait particulièrement envie d'en parler. Donc je vais lui laisser la parole pour entamer ce live. Oh que oui, mais quelle belle sélection, quelle belle année, Rézé. C'est pas la peine, c'est bon, merci Sogé. Parce que je vais parler de toi, t'inquiète pas. On a du My Hero Academia actuellement, on va peut-être rebasculer sur... c'est pas ça. On a mieux que ça, ça arrive. On a mieux que ça, effectivement. C'est pas grave, c'est pour chauffer Bakou à la régie. Et pour qu'il puisse se mettre en jambes. Non mais Rézé, vas-y, Sorad. Mais oui, mais Rézé, c'est un perso qui nous a fait passer par toutes les émotions cette année. Elle est arrivée avec un côté rassurant, un côté doux qu'on n'avait pas dans Chainsaw Man avant. C'était plutôt la violence, toi Denji, on va t'exploiter, que des trucs comme ça. Et d'un coup, ça nous a surpris. Un perso qui arrive tout comme ça, tout calme, mais qui nous a rappelé que la douceur, la bienveillance, ça n'existe pas dans Chainsaw Man. Y a pas. Et n'en déplaise à Sogé, depuis le film, elle explose tous les sondages de popularité. Elle est numéro 1, numéro 2 à chaque fois. T'inquiète pas, ça va aller pour toi. Mais c'est très largement mérité. Elle a su avoir des scènes d'action de fou dans son film. Elle a développé le personnage de Denji. Elle est là, de par le film Chainsaw Man, elle a fait exploser l'œuvre. Parce que c'est Rézé, voilà. Et pleure Sogé, ce que j'aime. Vas-y Sogé, je te laisse répondre. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure. En disant non mais Rézé ça va pas être le meilleur perso, il a dit mais quoi, il a commencé à péter un câble. Mais en fait je dis juste le perso est bien, mais pour moi il est trop surcoté en fait. Oh on emploie directement il a dit le terme. Le mot interdit là. Non mais je dis surcoté mais pas en fait c'est par rapport à comment tu l'as hype. Moi je pense que on l'a hype un peu trop parce que vas-y sur Twitter il y a eu des petites danses, des petits trucs où je dis pas voilà, je dis les termes, OK. Et je comprends que le perso, franchement, il est super cool. Mais il y a des personnages beaucoup mieux écrits. Après, la pauvre, elle n'a pas eu beaucoup de temps. Tu vois, elle a eu le temps d'un film pour s'introduire. Et je trouve que le temps d'un film, c'est parfait, quoi. Parce que vraiment, il y a eu tout. Il y a eu tout pour comprendre le perso. Donc, juste pour ça, bon point. Mais il y a des persos qui méritent mieux. Je suis désolé. Et je pense que c'est juste parce que t'es hype par le perso, parce qu'elle a fait une petite danse et tout. Mais c'est tout. Moi, je pense qu'il a même pas eu le temps de finir le film. Il a juste vu la scène de la piscine. Il s'est dit, c'est bon, c'est le meilleur perso. J'ai pas besoin de plus, c'est le meilleur perso. Moi, je pense que c'est juste ça. C'est vrai, c'est un peu vrai. Moi, je suis biaisé sur Chainsaw Man. C'est mon manga préféré. Animé préféré, je sais pas, j'ai des trucs un peu au-dessus de ça. Mais oui, c'est vrai, Sogé, je suis biaisé. Mais tu l'as dit, elle a eu un seul film, et en un seul film, ce qu'elle a réussi à faire. Introduction, développement, le perso de A à Z, il a eu tout son arc, il est là, il a posé son classique, et c'est pour ça qu'on l'apprécie. Et toi, tu vas arrêter ce que tu es en train de faire là. Non, mais juste pour ça, franchement, bravo, j'ai rien à dire. Et de toute façon, on n'est pas que tous les deux, il y a d'autres personnes. Je vous laisse vous exprimer aussi parce qu'on n'a pas tout le temps sur ce perso, mais le perso est top tier en vrai. Ouais, je sais pas si Paco, toi, t'as quelque chose à rajouter sur le personnage de Rézé. Chainsaw Man, t'as été le voir combien de fois au Cinoche ? 8 fois. Aïe. Oui, bravo le Faut dire que j'ai fait chauffer l'abonnement UGC, après j'ai pu le voir en 4DX, en ScreenX. Oh là Le là. ScreenX c'est vraiment cool. J'incite pas forcément les gens à payer parce que ça coûte cher. C'est quoi le ScreenX, je sais Le même pas. ScreenX c'est genre t'as un gros écran en plein milieu et genre ça te l'étend sur les côtés. Et je crois que ça correspond à 30% du film, la partie qui est élargie. Ça fait que du coup t'as des scènes, exemple Iris Out qui est élargie, ça donne vraiment des plans qui sont vraiment super sympas. La scène de la piscine, les combats, sans forcément spoiler, t'en as certains qui sont vraiment élargis, donc j'ai vraiment kiffé. Mais pour en revenir à Rézé, ça m'a dit, ouais, une petite danse, la petite danse qui a fait quand même 1,7 million de vues, et enfin 1 million de faves, pardon, 1,7 million de faves sur Twitter, qui a fait plus de 150 millions de vues. Une petite danse, ça a battu quand même l'annonce de GTA 6. Sur Twitter en tout cas, avec le trailer. Ah non, mais c'est pour ça que je dis que pour moi, elle est hype par rapport à ce qui s'est passé sur Twitter, c'est tout. On est en 2026, faut se servir des outils de la Je pense juste qu'elle est dans l'air de son temps et encore, ça la up encore plus, c'est tout. Voilà. Non, mais je pense que ça témoigne quand même du fait que oui, peut-être qu'il y en a qui l'ont un peu plus hypé parce qu'ils l'ont tellement vu que forcément, ils la kiffent de plus en plus à force de la voir, même sur les réseaux, faire des petites danses. Mais je pense que ça témoigne aussi de la popularité juste du personnage à la base. Ça veut pas dire qu'elle est forcément mieux écrite que d'autres personnages et autres, mais en tout cas, ça prouve que les gens l'adorent, en fait. Je sais pas, toi, Mimi, ce que t'en as pensé de Rézé. Alors, Mimi qui va se réserver pour d'autres personnages de la liste. J'ai plein de choses à dire sur plein d'autres personnages, mais j'avoue que j'en ai déjà parlé, je suis pas du tout réceptive à Chainsaw Man. Les personnages m'indiffèrent royalement et ne me touchent pas. Donc, je suis désolée. Je suis désolée. En fait, je comprends, c'est ce que j'ai dit, c'est que je comprends ce que l'œuvre veut nous faire ressentir pour les personnages et je ne le ressens pas du tout. Donc, je suis frustrée de comprendre sans ressentir. Et Denji me fait pitié, il n'y a pas de souci, pauvre chérie et tout. Mais Rézé, j'avoue, je m'en fiche un peu.
Aïe, 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 aïe. Ben voilà, Voilà. C'est terrible. on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon, mais surtout c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue parce que c'est vrai que c'est pas une œuvre qui peut plaire à n'importe qui. Et donc voilà, moi je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Ça montre aussi la diversité des avis dans le jury des Anime Awards. Et ça permet, ça me permet une transition toute faite parce que ça prouve que même si c'est des personnages populaires qui ont marqué l'année, il y en a d'autres qui ont été moins populaires parce que leurs animés n'ont pas autant buzzé, mais qui méritent leur place ici parce que l'écriture du personnage est intéressante, parce qu'il y a eu quand même des grands moments pour ces personnages dans leurs œuvres respectives. On a notamment Inori, toi Mimi, que tu as bien aimé dans Médaliste, que j'ai pu rattraper et qui est vraiment exceptionnel. Oui, moi, Médaliste, c'est mon top 1 de cette année. J'ai trop aimé Médaliste. Dès l'épisode 1, j'ai tout de suite j'ai pleuré. Inori, c'est son évolution du début à la fin de cette saison, elle est magnifique. On parle d'une petite fille qui vraiment n'a pas du tout confiance en elle. Elle a aucun ami, elle a peur de n'être acceptée par personne et elle se découvre une passion pour le patinage. Mais personne ne lui donne sa chance, en fait. Et c'est un milieu dans lequel, si t'es pas soutenu, comment, en tant qu'enfant de 10 ans, tu peux te dire je vais me donner corps et âme. Enfin, elle a besoin de soutien. Et elle va trouver ce soutien auprès de son coach, Tsukasa. Et on la voit grandir, s'émanciper de ce que les adultes attendent d'elle. Elle arrive à s'affirmer, à dire haut et fort ce qu'elle veut. C'est trop beau, elle est trop mignonne, on la voit vraiment, elle pleure, du coup on pleure avec elle, elle fait toutes ses chorégraphies, on la voit évoluer, apprendre des choses et c'est magnifique, c'est vraiment une œuvre incroyable. La saison 2 sort en ce moment, regardez-la parce que ça sort sur Disney+, et ils font pas de promo. Donc, comme d'habitude finalement. Donc regardez Médaliste, c'est vraiment très très bien et les personnages c'est vraiment un gros point fort de l'œuvre, ils sont tous tellement touchants et tellement bien écrits. Inori était incroyable. Et à tel point que Tsukasa est également nommé pour les meilleurs personnages masculins sur lesquels on débattra tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on avait également dit que il y avait des séries nouvelles comme Médaliste qui faisaient leur apparition dans cette sélection. Il y a aussi d'autres animés qui ne sont pas à leur coup d'essai, notamment avec Marine Kitagawa de My Dress Up Darling pour mon plus grand plaisir. Mais je vais laisser d'abord Paco en parler un petit peu puisque je pense que toi aussi, tu as bien aimé ce personnage. J'ai bien aimé, oui, parce que je trouve que son approche, du moins l'approche qu'on fait du perso dans la saison 2 par rapport à la saison 1, je trouve qu'il diffère un petit peu par rapport au changement en fait, tout simplement d'approche dans la saison 2 par rapport à la saison 1, où on sort un petit peu plus de la romance pour basculer encore plus vers un slice of life. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je l'ai pris personnellement. Et je trouve qu'en fait, la relation qu'elle a, que ce soit avec Gojo, avec les autres personnages, ou même tout ce qui est lié au cosplay, ou même à un moment donné à la photo, du coup, parce qu'elle se met à prendre des photos, je trouve ça assez rigolo aussi. Je trouve quand même, j'ai pas forcément lu le manga, mais genre son évolution tout au long, en tout cas des 12 épisodes, je trouvais quand même pas forcément, Pas grandiose en termes, elle a pas beaucoup évolué, tu trouves Pas forcément beaucoup, mais je trouve en tout cas le changement d'aspect et le changement d'angle, en tout cas de vue qu'on peut avoir sur Marie, je trouvais ça quand même assez sympa par rapport à d'autres. C'est vrai qu'elle se dévoile un peu plus. C'est plus ça, on sent une certaine, douceur. Je sais pas comment expliquer, mais oui, c'est ça. Je trouve que par rapport surtout à la saison 1, je trouve que Gojo, il est pas forcément mis en retrait, mais par exemple dans la saison 1, on apprenait beaucoup de Gojo, par exemple des passions de son grand-père, etc. Et je trouve que dans la saison 2, c'est un peu plus Marine qui est mise en avant, que ce soit elle, que ce soit sur ses hobbies, notamment sur le jeu où elle invite par exemple Gojo chez elle, avec tout le lore qu'on nous explique, avec la DA qui change, c'est super beau. J'ai plus le nom du jeu d'ailleurs en tête, mais je me souviens qu'il y avait des gens qui avaient tweeté « Oui, est-ce qu'on peut sortir le jeu s'il vous plaît, on en a besoin ?» Donc bon, voilà. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire dessus pour rester en tout cas dans les grandes lignes. Mais c'est vrai que Marine, c'est compliqué de pas l'aimer en fait. Genre, elle a vraiment tellement de qualités. Je vais pas dire qu'elle est parfaite parce qu'elle a des petits défauts, mais c'est à chaque fois des défauts et c'est ça qui est intéressant, qui la mettent encore plus en avant et qui lui donne un côté attendrissant. On se rend compte elle peut perdre vite ses moyens quand elle est dans des situations qu'elle n'avait pas forcément calculées, que ce soit avec Gojo ou avec d'autres personnes. Ou même il y a tout un aspect dans la saison 2 en rapport avec son poids qui je trouvais était quand même assez sympa à évoquer. Et donc moi je trouve qu'elle a eu une évolution assez sympa dans cette saison 2. Justement, je pense que dans la saison 2, on a eu plus une évolution des personnages que de la romance en tant que telle. Moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis là. Mais ça fait que, pareil, comme dans Médaliste, finalement, les personnages sont tellement bien écrits et tellement bien développés dans My Dress Up Darling qu'on retrouve Marine nommée dans la catégorie des personnages féminins et Gojo dans la catégorie des personnages masculins. On aurait pu faire quasiment toutes les deux catégories ensemble. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça Parce qu'on a d'autres animés qui sont nommés ici,
qui n'ont pas de personnages masculins qui sont nommés dans la catégorie suivante, notamment le personnage de Suika de Dr Stone. Je voulais qu'on revienne dessus. On en discutait avec Sogé que justement, oui, dans cette sélection, c'est surtout des persos qui ont eu des gros highlights cette année. Ouais, c'est des persos qui ont évolué. En fait, on les voit dans la saison 1 d'une certaine manière, et dans la saison 2, bon là, Dr Stone, c'est pas la saison 2, mais plus tard, on les découvre différemment. Suika, c'est vraiment, pour moi, en comparaison, c'est un Usopp, tu vois. C'est le personnage un peu peureux qui est là, qui essaye d'aider les gens comme il peut. Enfin, c'est tout mignon, et tu la trouves mignonne, quoi. Tu sens que c'est un peu la mascotte, c'est la Chopper, tu vois aussi. C'est la petite mascotte, elle est là, elle pleure, elle essaye d'aider les gens, et quand elle aide, on est content. Et ce qui va se passer dans la dernière saison, c'est beau. Et en fait, tu te dis tout ce chemin pour en arriver là, t'es obligé, en tout cas si t'aimes beaucoup Dr Stone, quand t'arrives à ce moment, si t'arrives à un moment, tu es obligé de verser ta petite larme. Ou en tout cas, éprouver une émotion, une grosse émotion. Est-ce que toi, Mimi, tu avais quelque chose à rajouter sur la séquence Suika ? Ah j'ai pleuré. Hein. Non, c'est comme tu disais, c'est que Suika, on la connaît depuis la saison 1, et dans la dernière saison, elle a son moment, elle évolue, et elle a vraiment je crois qu'elle a 1 ou 2 épisodes qui sont vraiment très focus sur elle. Et t'as ce moment où, vu que tu l'as vue toute petite et tout, t'as cette petite fierté en mode « elle a grandi, c'est magnifique, elle évolue, c'est génial ». Et c'est magnifique, c'était vraiment trop trop bien. Il faut vraiment être investi dans Dr Stone, mais vu qu'on est à la saison 6, je crois, ceux qui sont arrivés jusque-là, ils vont adorer le passage avec Suika, je pense, sans aucun doute. Et elle mérite d'être là. C'est clair, c'est quand elle a vraiment des épisodes à elle et des grands moments, ce qui fait que forcément, même si dans les autres saisons, elle est un petit peu moins importante, en tout cas au niveau de l'évolution dans l'histoire ou d'éléments vraiment marquants. Là, je pense que c'était presque obligé de mettre Suika dans cette sélection. Elle a marqué la saison. Surtout pour les fans de Dr Stone qui suivent ça depuis si longtemps. Là, t'as dit saison 6 ? Peut-être qu'on reconfirmera dans le chat. Mais ouais, parce que c'est à chaque fois, là, on est genre saison finale, partie 150, je sais plus. Je sais plus. Avec tout ce qui est cours 1, cours 2, je suis un peu perdu au niveau des saisons. C'est plus facile avant. C'est vrai. Ramenez-nous à notre époque, s'il vous plaît. T'as film 1, film 2, film 3. Je crois la partie finale. Faut vivre avec son époque. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. La partie finale sort en bientôt. c'est ça, au printemps. Mais est-ce qu'on l'attend vraiment, cette partie finale ? Oui. Moi, j'ai kiffé le manga, j'ai kiffé Suika. Pour revenir sur le perso, tu sais, dans Dr Stone, on a un peu un pattern de personnage. À chaque fois, c'est le plus intelligent, le plus fort, le plus. Et avoir Suika, qui est juste là, qui a rien de tout ça, avoir ses highlights à elle, ça montre que tous les persos sont bien traités. Pas comme dans un certain manga de pirates qui introduit beaucoup de persos qui sont pas... Ah non. Pardon, ok. Après. Tous les persos sont bien traités. Suika, elle a eu une action de fou. Elle a eu son développement et j'ai bien aimé. Et on aimera aussi la suite. Voilà, tu vas arrêter de mal parler de mon anime en fait. C'est mon anime aussi. Pour rester dans les suites, on a également Shisui qui a eu beaucoup d'highlights dans les carnets de l'apothicaire. Je sais pas, toi, Sorad, tu m'as dit que tu avais regardé quand même le carnet de l'apothicaire. Mais Shisui, ça va être difficile de ne pas parler sans spoiler, parce que c'est le perso, c'est le retournement de situation parfait. Encore une fois, je vais me créer beaucoup d'ennemis ce soir, hein, j'ai beaucoup de highlights de phrases, mais c'est du level SNK, voire plus, pardon. Parce que, tu vois, Shisui, tu pouvais pas t'y attendre au début, tu la vois, c'est un peu l'ami random numéro 80 de Mao Mao, et avoir ses highlights comme Suika, moi ça m'a étonné de fou, c'est ça. Parce que une des émotions dans une œuvre, dans n'importe quelle œuvre, une des émotions que j'aime le plus, c'est la surprise, c'est être surpris. Et là, pour le coup, ça va être tout surprenant en fait. Vraiment, tu ne pouvais pas le deviner, et c'est trop bien, voilà. Petite anecdote assez drôle avant, c'est que alors moi du coup je suis pas allé jusque là, donc je connais pas ce plot twist. mais en fait j'ai vu toute la saison 1, j'ai adoré et je voulais continuer un peu la saison 2 et je suis parti au Japon et dans un gacha, donc il y avait plein de persos dont ce perso. Et moi je dis mais quel perso Osef là, pourquoi j'irais le tirer dans le gacha. Et c'était pour le filer à Léa. Je tourne le gacha, je tombe sur elle, j'avais trop la rage. Et là, tu me dis que c'est la gouttière. Allez, je vais continuer, on va voir si je mérite d'avoir ce personnage. Du coup, c'est pas la saison 2, c'est le cours 2 qui a eu avec... je sais, c'est ça ? Non, c'est la saison 2. C'est la saison 2. C'est la saison 2 et elle est plus importante dans le cours 2. Saison 2, cours 2. Ouais, ma tête, j'ai mal. Ok. C'est des cours consécutifs. Ouais. Du coup, c'est genre 24 épisodes Mais du coup, t'as regardé que la saison 1 ? Oui. Regarde la saison 2 ! T'as pas aimé la saison 1 ? C'était ok tiers.
La saison 2 est mieux, je trouve. Donc, Oui, bah, jamais. Je suis tellement d'accord. Non. N'hésitez Dès pas la à dire saison un, c'était bien. dans le chat, vous, si vous avez été à jour sur ces différents animés, notamment sur Dr Stone ou sur Carnet de l'apothicaire. Je trouve ça assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même, quand tu as 6 saisons d'un animé, en général, c'est facile de décrocher parce Totalement, que tu attends les saisons, puis après Ouais. tu t'y retrouves plus entre saison 2, partie 3, etc. Moi, j'avoue que Dr Stone, j'avais un peu décroché. Et Carnet de l'apothicaire, en fait, j'ai décroché aussi. Mais de ton côté, Mimi, ce personnage de Shisui, tu l'avais vu venir? Pour pas spoiler, tu l'avais vu venir un peu quand même? Ouais. Ok. En fait, quand je sais pas, j'ai des On animés. essaye de pas trop spoiler Non, ici, les voilà. gars, évidemment, pour... En fait, il y a des trucs où, quand tu connais les doubleurs, quand tu sais que les personnages, bon, couleur de yeux, couleur de cheveux, il y a des fois, t'es là en mode, Et la mise en scène fait que, en fait, ça se préchote, Ok. je trouve. Mais les reveals sont cool. Mhm. Bah, C'est- là je me sens comme un babouin. Là, on est en train de me dire, oui, voilà. On est en train de me dire, bah, bien sûr, je l'avais vu et tout. Non, c'était Non, mais il y a- c'était non, non. difficile à voir. Mais j'ai hâte de voir le plot twist du coup. Vous Moi aussi, m'intriguez. franchement, ça m'a fait le feu, j'ai Je envie vais de regarder la continuer. saison 2, cours 2. Allez. Mais vraiment, la saison 2, pour Shisui, ne serait-ce que pour elle, elle mérite d'être vue. Genre, elle est vraiment très très bien et je l'ai préférée à la saison 1. La saison 2, elle est focus sur pas un gros drama, mais une grosse énigme en gros, par rapport à la saison 1 où c'est plein de petites histoires. Là, on est vraiment dans un gros arc et il est pépite. Et d'ailleurs, on a décidé de mettre Shisui justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a eu des gros highlights du personnage sur cette saison, parce que sinon il y a Mao Mao quand même qui était, Oui. qui était défendable pour cette catégorie finalement de personnages féminins de l'année. Sorad, est-ce que tu aurais vu plutôt Mao Mao que Shisui, toi qui a kiffé? Je vais laisser Soge parler, c'est son domaine. Bah, C'est il a, quoi, non, il a Mao pas Mao vu. Mao Il a- Non, mais moi, saison pas 1, Mao vu, Mao, la goat. Voilà. Saison 2, je te laisse voir si c'est pour toi, c'est la goat. Ok, bah pour le coup, moi je comprends pourquoi Shisui est là, mais oui, Mao Mao, elle avait tout à fait sa place aussi. Mhm. Parce que ce qui s'est passé. J'ai pas envie de spoiler, en fait c'est compliqué de parler sans spoiler, je suis désolé. Mais oui, elle mérite sa place. Je comprends pas pourquoi elle est là. Enfin, pourquoi elle est pas là plutôt, on en a discuté. Ouais. Mais c'est plutôt dans une démarche de mettre des persos qui sont mis en avant, comme tu le disais, on en a discuté ensemble tout à l'heure. Mhm. Tu peux le redire parce que j'ai pas le truc exact. Non, que mais tu as c'est dit. vraiment dans l'idée, c'est ça qu'on profite justement de ces talk shows pour clarifier, parce qu'il y avait beaucoup de questions lorsque vous votez pour les Anime Awards et vous dites « Ah punaise, mais pourquoi on a mis un perso secondaire alors qu'il y a le perso principal qui est quand même bien présent sur sa saison ?» C'est tout simplement parce que justement sur cette saison, il y a beaucoup d'highlights pour un perso secondaire. Les années d'avant, on avait déjà peut-être nommé en plus les personnages pour éviter que ce soit redondant au niveau de la sélection, et en plus pour justement mettre en avant d'autres persos qui méritent quand même, parce que c'est la seule fois peut-être où ils vont pouvoir mériter dans leur œuvre. Typiquement, je pense qu'on ne retrouvera pas... Enfin, Suika, on ne l'a pas retrouvé forcément les autres années. Là, c'est son moment, let's go, on la met dans la sélection. C'est aussi à ça que ça sert. Franchement, je comprends la démarche. La démarche, je la trouve très très bien. En vrai, juste rien d'autre à dire dessus. Le fait qu'il y ait Suika, Shisui, etc. En fait, c'est ça que je reproche à d'autres awards que je ne citerai pas. C'est que quand un perso il est là, on sait qu'il va gagner. Là, avec le roster qu'on a là, on sait pas qui va gagner. Comme tu l'as dit, chaque vote compte en fait. Moi, je sais. Il y a quand même des personnages qui sont un peu plus hype que d'autres, Ouais. forcément. Mais justement, parce qu'il y a des personnages qui sont très hype, mais sur lesquels on se dit, est-ce que c'est vraiment les personnages qui sont le mieux écrits, etc. Dans les votants, il y a quand même une grosse partie de personnes qui font ça vraiment super sérieusement. Moi, j'ai été étonné, j'ai vu des vidéos même de personnes qui votaient aussi, ou les personnes peuvent, et ça, je vous invite à le faire, si vous votez, vous pouvez partager votre liste de votes sur les réseaux. Et parfois, je vois des trucs super étonnants et super diversifiés. Donc ça fait très très plaisir. D'ailleurs, la petite banderole qui s'affiche pour que vous puissiez voter, vote.academy.fr, n'hésitez pas. Tu voulais dire un truc, Soge? Pas du tout, il m'a tendu le micro, mais on peut passer à la suite. C'est bientôt va. son tour. Bientôt son tour. Avant qu'on aille de ton côté, Soge, moi je voulais faire une petite parenthèse sur Amate Yuzuhira, un personnage que je ne connais pas personnellement parce que je n'ai pas vu de G-Quox, mais je sais bien que Mimi et Paco, vous l'avez vu. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de ce personnage qui est peut-être un peu sous-coté dans le sens où c'est du Gundam, c'est du G-Quox, peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais peut-être que ce personnage mérite tout autant que les autres. Honnêtement, je vais être carte sur table. Je suis loin d'avoir une connaissance approfondie de Gundam. En fait, j'ai dû peut-être voir 4 séries. Mais en vrai, pour quelqu'un qui n'est pas forcément averti de tout ce qu'on peut retrouver dans Gundam, que ce soit le UC ou hors UC, avec les personnages qu'on peut retrouver parfois dans les deux, si je dis pas de bêtises, je trouve qu'en vrai, Amate, sa relation avec les deux autres personnages principaux qui sont, je crois, Shoji, du coup, ou Shuji, pardon, et Nyan, du coup, qui est le deuxième protagoniste féminin. Je trouve que c'est assez drôle parce qu'elle a aussi le petit robot qu'on retrouve aussi dans
si je dis pas de bêtises, dans l'un des derniers Gundam, une petite boule qui est, j'ai plus son nom par contre, mais qui est super mignonne, qui m'a bien fait rire. Et je trouve qu'en soi, sa relation avec les autres personnages, ou encore son avancée, que ce soit dans les combats au début, les combats illégaux, ou vers la recherche de vérité, parce qu'elle est un peu dans cet amour impossible avec... ce genre en tout cas d'amour avec Yuji, que j'ai trouvé quand même assez sympa. J'ai passé pour le coup un très bon temps et j'étais un peu deg que ce soit terminé au bout de 12 épisodes, même si bon, au bout d'un moment on est plus trop surpris avec les saisons de 12 épisodes. De ton côté, Mimi, ce personnage-là, qu'est-ce qui t'a laissé finalement de Amaté? Est-ce que tu trouves que voilà, elle a mérité sa place dans cette sélection, ou est-ce que tu aurais vu plutôt d'autres personnages parce qu'elle t'a rien laissé? Ah non, j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé la série globalement. Bah, comme tu disais, moi je connais rien à Gundam, hein, j'en ai vu 2. et c'était les 2 derniers, genre Witch from Mercury et celui-ci. Et en fait, le personnage est très cool parce qu'en fait, il y a ce côté où elle-même ne connaît rien du monde et du coup, bah, on va la suivre dans sa découverte des Gundam, sa découverte de tout ce qui est un peu problème politique de son monde dans lesquels elle n'est pas forcément investie au départ et elle se retrouve obligée de s'investir et de s'y intéresser. Et plus tout ce qui est relation du coup avec les 2 autres personnages principaux, elle est au départ c'est vraiment une meuf un peu pourri gâtée qui va se battre juste pour s'amuser parce qu'elle est en quête de rébellion un peu, et au final elle se retrouve un peu malgré elle prise dans tout un tas de conflits. Et non, le personnage est franchement très cool, ça me fait vachement plaisir qu'elle soit là. Vu que, ouais, je pense pas que Gormond ait regardé J-Quox, ou alors que pas forcément beaucoup de monde en aurait parlé. Mais non, le personnage était vraiment chouette, son évolution était très cool, elle est très très cute, franchement. La dynamique du trio principal était vraiment chouette. Donc mérité finalement pour ce personnage, et on espère d'ailleurs qu'en mettant en avant ces personnages dans notre sélection, ça vous encourage aussi à découvrir des animés. On parle ici de J-Quox, on pourrait également parler de Yachio de Apocalypse Hotel qui est une œuvre très sous-cotée qui est sortie cette année, avec le personnage de Yachio, qui est, je trouve, assez sympa à suivre. Elle a ce côté où elle veut... en fait, c'est dans un univers où on suit des androïdes qui doivent s'occuper d'un hôtel alors qu'il n'y a plus personne concrètement sur Terre. Je ne vais pas trop en dire, mais voilà, globalement, c'est ça le speech. Et donc, on a ce personnage qui fait tout pour toujours maintenir l'hôtel dans les meilleures conditions et la voir galérer sur cette tâche. Elle est très cute, elle est super sympa à suivre, elle est très dynamique, elle est très carrée, mais elle se laisse assez bien porter par le reste du casting, finalement, des différents personnages qui vont apparaître dans cet hôtel et dont elle va devoir s'occuper, puisque c'est son rôle en tant que réceptionniste. Donc Yachio, c'était une belle découverte. Je ne sais pas si on a parmi vous qui ont regardé Apocalypse Hotel. Si toi, Mimi, tu peux donner encore plus d'amour à cet animé que j'en donne actuellement. Je pense que ça a déjà dit beaucoup de choses. Non, Yachio, elle est trop drôle. Au départ, quand on parle de Apocalypse Hotel, c'est vraiment un hôtel alors que l'humanité est pensée comme étant décimée. Yachio, elle attend le retour de l'humanité, vu que c'est les humains qui ont créé l'hôtel. Elle veut le garder en bon état pour quand ils rentreront. Et elle est super drôle à suivre parce que le contexte est tragique. Genre vraiment, c'est... Tout le monde est déprimé, genre même les autres robots avec qui elle travaille, ils sont là en mode bon, la pauvre elle est dans le déni, on va la soutenir, c'est pas grave. Mais elle est trop drôle à suivre et ça me fait très très plaisir aussi qu'elle soit là. Regardez Apocalypse Hotel, c'était vraiment bien. Tout le casting, c'est vraiment le gros point fort de l'animé. Et on les voit pareil grandir, évoluer. Vu que Yachio, c'est un robot, elle apprend quand même des choses. Genre elle apprend à se défaire un peu de sa condition d'androïde qu'on pense très fixe au départ. Mais non, au fur et à mesure, elle va apprendre des choses en entrant en contact avec d'autres personnages. Et voilà, regardez Apocalypse Hotel. Voilà, conclusion simple et efficace. Pour revenir un peu sur les suites, parce que j'ai envie de revenir sur des suites, on avait aussi Anko de Call of the Night, dont on avait discuté. Anko de Call of the Night, je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu la série. Oui. De ton côté, Paco, qu'est-ce que tu en as pensé de ce personnage? La saison 2, elle lui est entre guillemets en partie dédiée. Il y a toute la partie sur entre guillemets sur son background, sur pourquoi elle est devenue détective. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment bien amené. Alors, il y a des gens qui n'ont pas forcément apprécié son développement. Et moi, je trouve qu'en soi, il y a vraiment une grosse partie de saison qui lui est dédiée. Surtout, je crois, vers le milieu-fin, tout ce qui touche entre guillemets à l'arc Halloween, quoi. Je crois que toute la saison est sur elle. Hein. Il y a une partie quand même. Sur elle et Nazuna, oui, globalement, mais dans les deux l'idée, vont de pair, c'est les deux qui vont de pair. Et il y a quand même une certaine une confrontation un petit peu avec ces deux personnages qui sont clairement mis en avant dans la saison 2. Et en plus de ça, par rapport à l'idée qu'on pouvait se faire d'elle, entre guillemets, dans la première saison, on voit, entre guillemets, dans Anko, un personnage assez méchant qui est là juste pour abattre des vampires. Au final, je vais pas dire qu'on comprend, entre guillemets, son point de vue, mais je trouve qu'en soi,
Son histoire fait qu'on comprend un peu mieux pourquoi l'on en est arrivé là, et surtout pourquoi, qu'est-ce qui la pousse, en tout cas, quel est l'élément déclencheur qui l'a poussé vraiment à devenir détective. Et même, en tout cas, que ce soit là, que ce soit après, même dans l'opening, je trouve que les séquences qui lui sont dédiées sont assez cool, j'aime beaucoup. Et voilà, de la saison 3, s'ils mettent pas aussi autant de plombe que ça à l'annoncer, si c'est possible. Et voilà. C'est vrai que même dans l'opening, finalement, il lui est quasiment entièrement dédié. Donc, à partir de ce moment-là, c'est clair et net qu'elle a eu du screen time. Elle a eu du screen time. Beaucoup. Très clairement. Également, un dernier nommé qui était dans cette catégorie. Alors, personnellement, je suis honnête, j'ai pas vu du tout l'animé. C'est Kowloon Generic Romance avec le personnage principal de Reiko Yuji Nai. Kujirai. Je sais pas me relire, visiblement. Merci. Merci Mimi. Je sais pas si vous avez vu de votre côté ça me dit rien. Kowloon. Ok, bah vas-y, Mimi, let's go. Oui, ce personnage, je sais que je l'avais mis dans les présélections quand on en parlait. Le personnage est trop intéressant. Genre Kowloon, c'est un animé, mais je crois que Manon en avait aussi parlé sur le plateau de G1. C'est en gros, le personnage est amnésique d'une partie de sa vie. Et on va la suivre à essayer de comprendre qui elle est et pour ça, elle est obligée de comprendre dans quel monde elle vit. C'est l'animé Kowloon, on comprend pas tout de suite. C'est vachement du bricolage au fur et à mesure. On rassemble les pièces petit à petit. Et le personnage est génial. Genre vraiment, elle a plein de conflits internes. Elle essaye de comprendre aussi. Les personnes avec qui elle travaille, avec qui elle parle, ont l'air un peu spé. Ils ont l'air de savoir qui elle est sans le savoir vraiment. Du coup, il y a plein de mystères autour d'elle, autour de ses relations, autour de comment elle va évoluer. Est-ce que la personne que j'étais avant, c'était vraiment moi ? Est-ce que ma mémoire va me faire changer ? Enfin, c'est un peu tout le genre de bail qu'il y a généralement dans tout ce qui est personnage amnésique. C'est des thématiques qui reviennent un peu à chaque fois. Mais avec elle, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et c'est super intéressant de la suivre, en fait. Elle est trop intrigante. Et on a envie qu'elle s'affirme, qu'elle se découvre, en fait. Et voilà, l'animé était vraiment cool. Et le personnage est vraiment génial. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bons retours sur cet animé. Et au Japon, ils ont carrément sorti rapidement en live action. Je crois que les deux... Alors, les deux sont sortis ensemble, peut-être ? Les deux sont sortis ensemble. Et je me demande si, vu que le manga n'était pas fini, je crois que les deux peuvent se voir comme complémentaires. Ok. Mais j'ai pas vu le drama, donc je sais pas. Mais voilà. Mais là, tu m'as trop donné envie de regarder. Là, je rentre, je vais regarder là. Ça a l'air trop bien. Il y a vraiment plein de trucs. C'est vraiment des bails de complot pharmaceutique. Ils sont vraiment dans leur ville, dans Kowloon, et personne ne sait vraiment ce que c'est Kowloon. C'est trop spé. Il y a des espèces de trucs où tu vois certains personnages qui ont l'air d'être là, mais qui sont pas là. T'es là, la ville, elle est chelou. Il y a une espèce de pyramide qui flotte dans le ciel. On est là, bizarre. Ils nous la montrent un peu trop souvent. Il y a plein de mystères partout. Et au départ, peut-être que ça peut être difficile d'accrocher, justement parce que t'es là. Je comprends rien. Mais les personnages sont suffisamment intéressants pour que tu te dises, je veux voir où est-ce qu'ils vont aller. Et voilà, c'est trop bien. Ok, ça a l'air trop bien. Ça va regarder ça. Ouais. Elle l'a bien vendu, hein. J'espère. Elle l'a très très bien vendu. Avant qu'on passe à la suite, il y a quand même des personnages féminins dont on devait parler qui ont fait leur grand retour. Je sais bien que Paco, toi, tu voulais parler de Panty and Stocking. Bien sûr, il y a des gens quand même qui ont attendu 15 ans, entre 2010. Il y a un studio qui a fermé, il y a des droits qui ont été transférés, il y a des gens qui sont partis même. Et le fait qu'on retrouve la même Panty qu'on a laissée il y a 15 ans pour retrouver la même, entre guillemets, folle, la même déconneuse, la même amoureuse de la luxure. C'est ça qui est cool. En plus, le premier épisode est vraiment marquant, parce que, sans spoiler, parce que sinon le live risque de se faire ban. Vraiment, le premier épisode est vraiment space. Mais vraiment, est trop bien. Il y a un épisode en référence à La La Land où on la voit, elle, en personnage principal, Incroyable. qui est vraiment... C'est le pinacle de la saison, ça. Toutes les références au cinéma avec elle, c'est vraiment incroyable. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Mais ça va... De fait avec Stocking, du coup, vu que ce sont deux sœurs, vraiment les deux incroyables. J'ai adoré. De ton côté, t'avais regardé Stocking ? Ouais, en fait, moi je fais partie de l'ancienne génération qui a regardé Panty and Stocking à l'époque. Et en fait, c'est trop déjanté. Enfin, ça sort du lot. En fait, pour moi, c'est un animé à part. Ouais, je suis assez d'accord. Je le considère même pas comme un animé. Je sais pas comment expliquer. Enfin, si, je le considère comme un animé, mais la direction artistique, tout. La musique, les blagues, on n'a pas l'impression que c'est japonais. C'est une bande démo de what the fuck. Ils se sont dit, on va faire tout ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Tu dis que c'est des mecs qui se disent, on s'en fout, quoi. Et on y va, et c'est choquant à certains moments, c'est drôle tout le temps, et ça va vite, très vite.
Donc il faut s'accrocher. Et big up à l'opening 1 du générique, du premier opening, qui est l'un de mes openings préférés. Voilà, juste petit big up. C'est vrai qu'il y a une sorte de grosse inspi des cartoons sans concession américains. Ça ressemble de ouf à Super Nana. Ouais, trouve. dans le Cara Dans aussi, le Cara ou dans le le fait de lisser les personnages avec soit un trait blanc soit un trait noir sur les côtés vraiment épais, ça j'aime beaucoup. On sent vraiment en tout cas que c'est vraiment inspiré dessin animé américain fin 90 début 2000 en tout cas. Il y a plein de refs à ça dans la saison aussi. Enfin, des refs à tout, c'est Il y a incroyable. des refs à tout, c'est génial. Il y a vraiment des refs à tout, c'est assez incroyable comme animé, mais je te rejoins, Sergei, sur le fait que moi aussi je trouve qu'il est vraiment à part. Genre, si tu faisais des bulles pour catégoriser les animés, t'aurais une petite bulle Panty and Stocking qui serait à part parce que le truc est tellement barré que finalement il en est unique et ça fait plaisir de le revoir après tant de temps finalement pour une saison 2. On a pas mal parlé déjà des personnages féminins. Est-ce que vous avez un personnage en particulier sur lequel vous auriez souhaité parler avant qu'on passe aux personnages masculins? Mini? Alors, je vais aller très vite, mais vu qu'on parlait des personnages qu'on leur highlight et tout ça, il y avait Amo de Gachiakuta. Oui, c'est vrai. Qui a eu son épisode qui était vraiment incroyable. Il avait fait beaucoup parler. L'épisode, il est vraiment très dur et lourd à regarder. Mais l'adaptation a fait que vraiment, ça a rendu honneur au personnage. C'était vraiment très, très chouette. Le perso a eu une performance magnifique, en VO et en VF, surtout. Mais ouais, le personnage d'Amo était vraiment super intéressant et très, très prenant à regarder. Donc, c'était celui dont je voulais parler, c'est tout. Eh ben, je te rejoins totalement. C'est vrai qu'Gachakuta, avec son lot d'excellents personnages, c'est vrai que Amo ressortait du lot par ce qui nous est montré dans cette première partie de Gachakuta. Ceci étant dit, les amis, je propose qu'on clôture la partie des personnages féminins. On en a déjà pas mal parlé et on va essayer de ne pas faire comme il y a 2 semaines et d'être totalement hors timing. Et je propose qu'on lance la catégorie des meilleurs personnages masculins. C'est parti. Bonsoir à toutes et tous, ici Kaozan du futur qui vous parle, simplement pour préciser qu'on a eu un petit souci technique lorsqu'on a lancé la catégorie meilleur personnage masculin. On a perdu quelques secondes d'audio et de vidéo lors de la reprise, et donc vous avez simplement raté ici quelques secondes de messages d'excuses, et moi qui lance Sorad sur son personnage favori de cette catégorie, à savoir Denji. Voilà, c'était simplement pour une petite remise en contexte, et je vous laisse avec la suite du podcast. C'est que dans la vie, tout le monde va t'exploiter. La vie c'est un truc de chien. Les meufs, c'est dur. Et tout est dur. Et ça, c'est vrai. C'est juste vrai. Et c'est ce que j'adore chez Denji. Le film l'a très bien montré. C'est un truc que quand tu lis... Chainsaw Man, c'est un shonen. Tu le lis, t'as 15 ans, et tu vas voir que dans 3, 4, 5 ans, c'est ce qui va t'arriver en fait. C'est ce qui va t'arriver. Exactement. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Denji, merci d'être nominé encore une fois. Je crois qu'il est déjà nominé une autre année et j'espère qu'il gagne. Voilà. Ah, peut-être que ce sera son année, je suis pas sûr. Il avait été non, nommé, c'était Aki. C'était Aki qui avait été nommé. Gagné. T'as mal révisé. Aki, lui, il mérite. Moi, je suis d'accord. Même l'ange mérite. Même l'ange mérite. Moi, je vous laisse la parole. Maintenant, j'ai plus rien à dire. Vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais en vrai, je comprends là où il veut en venir, mais j'ai pas 15 ans, tu vois. Tu vois, genre, je comprends quand tu dis, le gamin de 15 ans, enfin, du gamin, plus que t'as 15 ans, t'es plus un gamin, mais bref. Genre, t'as 15 ans, t'arrives à t'identifier à lui, je peux comprendre totalement. Tu manges des fleurs dans les cabines, genre tout va bien. Et je comprends que quand t'as 15 ans, tu découvres ton corps, il commence à se passer des choses, et du coup, oui... c'est un peu comme Denji, il est en mode, il se passe des choses dans son corps et il a envie de découvrir tout ça. Allez, pas de souci. Mais ça m'atteint pas. Comme ça pourrait... en fait, je pense que ça atteint certaines personnes et je le comprends totalement et je comprends que ça puisse atteindre parce que je crois qu'on a quand même un gap au niveau de l'âge. Je te retire le droit de parole, c'est fini, t'as plus le droit de parler. Non. Mais voilà, mais je comprends totalement. En vrai, le perso est stylé. De là à dire l'un des persos les mieux écrits de l'année...
Enfin, Oui. non. Mais en vrai, il est bien écrit. Genre, il est cool et dans le film, il est sympa. Je pense qu'on parle du film surtout. Ouais. Très Oui, bien sûr, certainement. oui, c'est ça. Et dans le film, il est bien, il est attachant. Tu t'attaches à lui, mais pas en tant que personnage le mieux écrit de toute l'histoire de l'année, quoi. Enfin, bon, bref. J'avoue que dans le film, il a beaucoup servi à son character development, mais c'est plus du setup pour ce qui va se passer après. Donc c'est vrai que si on parle du palmarès de l'année, ça a un peu été la victime de Rézé pour le coup. Mais t'inquiète pas, ça arrive en force, t'inquiète pas. Dans les autres animés en guise de suite qui ont vu des personnages masculins qui ont un peu brillé par leur dernière saison notamment, je pense qu'on peut en parler. Et là, je vais laisser Mimi pour parler de ses enfants. Il y a Deku et Bakugo qui sont nommés dans cette catégorie. C'est pas tout le temps qu'on a deux personnages issus du même animé qui sont dans la sélection, mais c'est vrai que là, on avait quand même des gros highlights sur ces deux personnages grâce à cette fin d'animé pour My Hero Academia. Mimi, qu'est-ce que tu as pensé des deux? Et est-ce que toi, tu en as un des deux qui, à ton sens, ressortirait plus du lot? Alors, déjà, il va falloir que je me calme pour essayer d'enchaîner 2 mots. J'ai déjà parlé de MHA il y a 2 semaines, mais vraiment, MHA, pour moi, c'est la meilleure suite qu'on a cette année. Et Bakugo et Deku, on en avait parlé quand on faisait les délibérations, est-ce qu'on mettait les deux personnages, vu qu'ils viennent de la même œuvre. Et en fait, c'était impossible de mettre l'un sans mettre l'autre, parce que cette dernière saison, c'est la leur. Et on arrive à vraiment à la conclusion de ces deux personnages qu'on a vu grandir pendant cette saison, pendant 10 ans. Et j'ai pleuré devant absolument chaque épisode de cette dernière saison. J'étais en larmes. Il y a des épisodes pendant les 25 minutes, je pleurais parce que j'étais trop fière. Je les ai vus grandir, je les ai vus évoluer. Et là, je les voyais vraiment... Bon, mon personnage préféré, c'est Bakugo de toute l'œuvre depuis l'épisode 1, je l'ai toujours dit. Et du coup, cette saison, quand je vois où est arrivé Bakugo, ce qu'il a fait, je ne pouvais pas ne pas pleurer. Vraiment, j'ai vécu les scènes comme si j'étais sur place. Quand on a dû faire avec Manon, on a dû rechercher certains extraits des VO et des VF pour les nommer. J'ai repleuré juste en skippant certains trucs et en regardant certains passages. Pour moi, c'est vraiment évidemment, on vient de parler de Denji, machin, l'évolution et tout. Eux, évidemment que je me dis pas que moi aussi je vais devenir reine du monde, tu vois. Mais je les vois, je suis en mode, j'ai toujours cru en vous. J'ai toujours su que vous allez y arriver. Je suis tellement fière de voir là où vous en êtes arrivés. Et là, il y avait cette scène avec Deku, typiquement, ils ont mis Yusei Run avec les violons, ils sont tous là en mode ouais, tu peux le faire et tout. Tu vois la scène où un certain personnage lui dit tu es mon héros. Oh là là, non, mais voilà, il y a tellement. Non, la fin de MHA, franchement, je pense, on n'aurait pas pu espérer mieux comme conclusion. Les personnages, je les aime d'amour, vraiment, je les aime trop. J'ai grandi 10 ans avec eux et je suis trop heureuse de les voir arriver là où ils sont aujourd'hui, je vais repleurer. Voilà. Non, je trouve ça trop beau ce que tu dis, parce qu'en vrai, moi, tu vois, Bakugo, tu dis que tu l'as kiffé depuis la saison 1. Moi, je le détestais dans la saison 1, parce que c'était un perso très... je sais pas, comment... Genre un végéta. Non, oui, c'est ça. Mais tu sais, en fait, il s'énerve pour un rien. Ouais. Et moi, j'aime pas trop ces personnages-là, et j'étais en mode... Et des coups, pour moi, c'était le GOAT, quoi. Ouais. Genre, moi, j'aime bien les persos qui sont tout en bas et qui grandissent et qui se développent. Et des coups, c'est vraiment le personnage avec qui je m'attachais le plus. Et Bakugo, pas du tout, du coup. J'étais en mode, mais c'est qui ce perso là de chien et qui insulte tout le monde et qui arrête pas d'insulter les gens. Et la dernière saison, même avant la dernière saison en vrai, parce qu'il commence déjà à se développer bien comme il faut dès la saison 3 en fait. Quand il dit qu'il peut l'appeler Izuku. Ouais, en fait, il évolue déjà assez rapidement. Enfin, saison 3, c'est pas rapidement, mais il évolue. Et la dernière saison, elle m'a mis la claque de ma vie. Où je me dis, mais en fait, on a fait tout ce chemin pour m'emmener jusqu'ici. Et j'ai retourné ma veste, j'ai retourné tout. Je me suis dit, ok, Bakugo, désolé. Désolé de t'avoir craché dessus toute l'œuvre. Et quand je regarderai MHA, je te regarderai avec un autre œil. Parce que je me suis pas fait MHA depuis. Du coup. Mais tu sais c'est quoi la vraie raison pour laquelle t'as pas aimé Bakugo au début? Vas-y. C'est parce que tu n'as pas la force algérienne en toi, mon frère. Tu sais, tout le temps dans les animés, il faut un quota de perso pour les Algériens, et Bakugo, c'est le quota de MHA, en fait. Okay, c'est pour ça que tu l'as pas aimé, mais ça va. Je comprends mieux. La théorie est incroyable, hein, vraiment.
Énorme. Non, mais c'est vrai que ça, forcément, il y a des personnages qui ont été marquants. La fin de série a été marquante pour My Hero Academia. C'est une page qui se tourne pour beaucoup de fans, hein, Mimi. Dans les autres gros shonen qui continuaient cette année, on a One Piece. One Piece qui s'est vu avoir un personnage qui a été très très marquant, qui a eu aussi ses highlights en 2025. Le personnage de Bartholomew Kuma. De ton côté, Mimi, alors je pense que tu as vu plus le manga que l'animé, mais finalement ce qu'on y voit est globalement identique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Kuma ? Alors en plus j'ai la chance d'être sur Twitter, donc globalement j'ai vu l'animé sur Twitter. Et en fait Kuma dans cet arc-là, et on a tout son background, donc on apprend toute sa vie, tout son passé. Il a tout son arc avec le personnage de Bonnie. Et Kuma, en fait, on l'a vu dans plein d'autres saisons et il a eu beaucoup de moments où il passait pour un antagoniste. Il a été un antagoniste pendant pas mal de temps. C'est lui qui, bon, je vais pas spoiler One Piece, enfin, c'est pas considéré comme un spoil, je pense. Après, c'est bon, on l'a vu. C'est lui qui a séparé l'équipe de Luffy. C'est lui qui les a affrontés pendant beaucoup de temps. C'est lui qui a infligé la douleur à Zoro. Enfin, Kuma, il a vraiment cette allure de mec, on le déteste. Et dans cet arc, on a son passé qui est déchirant. Il nous fait pleurer vraiment, il te détruit le passé de Kuma. Il y a tout son passage avec Bonnie, qui du coup est une petite fille, et lui qui se sacrifie, on va dire, pour elle, qui lui donne toute sa vie, qui lui donne tout son être. C'est magnifique. Et ça se voit aussi dans les openings, on en a parlé, les openings et les endings, ils sont vraiment focus sur Kuma et Bonnie. Et rien que dans les endings, je trouve qu'on ressent justement l'émotion de cet arc, même sans avoir vu ou lu One Piece. Je pense qu'en voyant les endings, ça peut peut-être motiver les gens à se dire qu'il y a de très très belles histoires dans One Piece, et celle de Kuma, je pense que on s'y attendait pas. On s'attendait pas du tout à ce que le personnage qu'on n'a pas vu tant que ça au final avant devienne ce perso qu'on kiffe instantanément parce qu'il nous a brisé le cœur en quelques chapitres, quoi. C'était très très beau à voir. Ouais, comme beaucoup de personnages finalement dans One Piece qui ont des histoires tragiques qui sont vraiment marquantes, Kuma il dénote pas à ce niveau-là et il mérite clairement ses highlights. Je sais pas, tu rapproches ton micro. Moi, Kuma, en fait, surtout One Piece, c'est mon manga préféré. Ouais. C'est grâce à One Piece que je suis là en train de parler avec vous. Donc forcément, ça me tient à cœur. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire sur Kuma. Moi, Kuma, quand j'ai vu son histoire, je l'ai beaucoup... je l'ai rapproché un peu à Rogue. Professeur Rogue dans Harry Potter, où en fait, pendant tout l'œuvre, t'es là, tu dis, ah ouais, bon, machin. Et il y a un petit moment, un flashback. Il suffit d'un flashback pour que tu comprennes exactement tout. Mais en fait, tout depuis certains tomes où en fait tu apprends des choses, tu dis, bah, ok, Kuma c'est juste un méchant. Ok, en fait, Kuma c'est juste le GOAT. C'est juste lui qui sauve l'œuvre depuis le début. C'est ça. Et tu as parlé de l'opening et de l'ending. De toute façon, je pense que vous avez déjà fait l'émission sur l'opening et l'ending. Mais l'opening, donc Carmine, qui est le dernier opening de One Piece qui est sorti. Et pour moi, à l'heure actuelle, alors qu'il y en a 28, je crois, qui est sorti, mais c'est le meilleur opening de One Piece. En termes d'image. Pas forcément de musique. La musique est belle, elle reste très, super. Mais un vrai fan de One Piece. Si vous êtes fan de One Piece, vraiment, que vous connaissez tout l'œuvre par cœur, regardez, mais genre juste posez-vous, mettez un casque à fond, regardez chaque frame de cet opening. Il y a beaucoup de Kuma, du coup. Et waouh. Et forcément, normalement, t'as une petite larme. Je vous jure, vous aurez une petite larme. C'est que moi j'avais cette take depuis 2-3 openings. J'ai l'impression que chaque opening qu'ils sortent, ça devient le meilleur opening tellement. C'est ce que je voulais dire. Il y a certains personnages dans One Piece dont j'ai eu du mal, parce que là on est là pour parler d'animé, d'animation, etc. Il y a des persos dont j'ai eu du mal à m'attacher comme Katakuri parce que la mise en scène, parce que l'animation à cette époque-là au niveau de One Piece était pas folle. Mais depuis 2025, j'ai l'impression que la mise en scène, l'animation, je crois qu'ils ont changé de directeur, une chose comme ça. Yerim il l'expliquera mieux que quiconque. Ouais. Tu vois, depuis qu'ils ont changé, depuis que One Piece ça a eu un peu un renouveau en 2025, ça me choque comment c'est bien fait, comment ça me prend. Je suis beaucoup plus pris quand il y a une bonne animation, quand il y a une bonne mise en scène, quand les épisodes sont bien construits en fait. Voilà, parce que Katakuri c'est un perso qui a eu un passé triste, pareil, avec sa sœur, tout ça. Ça m'a pas marqué, là ça m'a marqué, alors que c'est à peu près similaire, la même chose, tu vois. Tellement pas. C'est similaire. Vraiment, je crois que t'as relis One Piece, s'il te plaît. Il s'emballe. C'est parce qu'il s'emballe, là, je pense. Voilà, C'est la passion qui parle. On a également des personnages, on les a cités tout à l'heure quand on parlait de la catégorie personnages féminins, parce qu'on retrouve Gojo de My Dress Up Darling, qui est aussi présent. On en a déjà un petit peu parlé, on va peut-être passer sur d'autres. Il y a Tsukasa de Médaliste, par contre, là, on n'en a pas trop parlé. Moi, j'ai rattrapé Médaliste pour ce talk show. Je vais pas vous mentir, voilà, j'ai fait mes devoirs en dernière minute. Mais j'avoue que les personnages, je m'y suis attaché très, très vite. En fait, dès épisode 1, on se rend compte que
Tsukasa, c'est le GOAT. Vraiment, et ça va que crescendo, notre amour qu'on peut avoir pour lui au fur et à mesure des épisodes. Pareil pour Hinori. Je sais que toi, Mimi, tu as tellement kiffé Médaliste. Oui. Je vais évidemment te laisser parler de Tsukasa. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est moi qui parle. Mais, mais j'en avais parlé quand j'avais fait, quand justement j'avais voté. Pour moi, cette catégorie de personnage masculin, meilleur personnage masculin, c'est celle qui m'a donné le plus de mal. Parce que vous me demandez de choisir entre mon fils et l'homme de ma vie. Et je peux pas choisir. Et Tsukasa, pour moi, c'est l'incarnation du green flag. C'est-à-dire qu'il est parfait. Il est gentil, il est compréhensif, il est pédagogue, il aime les enfants, il pleure. Je trouve que c'est un très bon point. Il pleure très souvent. Je relate beaucoup à ce personnage. Mais il est trop touchant. En fait, c'est le miroir d'Hinori. Là où Tsukasa a échoué, il veut qu'Hinori réussisse. Et du coup, vu qu'il a du passé, il a un passif avec le patinage, il veut qu'elle ne reproduise pas ses erreurs et il veut lui donner tout le piédestal possible pour qu'elle réussisse. Et pour ça, il va s'effacer. En fait, il est là en mode non, mais moi, c'est pas ma gloire. Ma gloire, j'ai eu ma chance, j'ai pas réussi. Maintenant, c'est son tour. Et je vais la pousser au succès, quoi. Et leur histoire, elle est trop belle. Les deux, ils forment un duo incroyable. Tsukasa, il est très émouvant parce que c'est pareil, on voit des passages de son passé, de à quel point lui, personne ne l'a aidé et que ça l'a marqué. Il a pas du tout confiance en lui. Encore maintenant, il y a ce début d'épisode 1 qui m'a un peu fait mal. Il est là, oh là là, Tsukasa, t'as 26 ans, tu fais des jobs alimentaires, tu rêves un peu trop de faire carrière dans l'art. Yes. et du coup, ouais, non, le personnage, il m'a beaucoup touchée, peut-être parce que je relate un peu, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage et vivement la saison 2 où on va en voir encore un peu plus sur lui. Et voilà. J'avoue que moi qui suis très fan de My Dress Up Darling et du personnage de Gojo, moi aussi. qui aussi a eu de belles évolutions dans la saison 2, voilà, on en a vite fait discuter tout à l'heure. Je suis à 2 doigts de changer mon vote là. Ah yes. Franchement, Tsukasa, je suis à 2 doigts de changer mon vote parce que franchement, Il mérite. Médaliste, c'est exceptionnel et vraiment le duo de Tsukasa et Nori est vraiment incroyable. Mais on peut savoir t'as voté pour qui ou c'est secret Gojo. Ah, ok. Mais avant ça, t'avais pas dit, tu vas changer ton vote pour. Ouais, pour Tsukasa. Je me tâte. Peut-être que je vais changer mon vote parce que j'avoue que j'adore Gojo, mais Tsukasa, là, il m'a convaincu aussi. Excellente décision. Dans les duos de personnages, non, c'est pas comme ceux de Médaliste, mais on a 2 personnages dans Summer Hikaru Died qui sont vraiment mis au devant de la scène, forcément, et notamment le personnage de Hikaru Indo. Qui, je pense, vraiment a marqué l'année. Déjà, Summer Hikaru Died a marqué l'année, mais personnellement, je trouve que c'est clairement celui-là qui devait ressortir du lot. Toi, Paco, qu'est-ce que tu en as pensé de ce personnage ? Honnêtement, j'ai vraiment aimé parce qu'au début, on nous le présente un peu comme cette personne-là énigmatique, sans forcément spoiler les gens, qui est l'ombre de lui-même, si je peux dire ça comme ça. Ça a été spoilé dans les C'est- extraits. Ah, bah, tu du peux coup, y aller. C'est épisode 1, c'est épisode 1. Ouais, voilà. En gros, il remplace entre guillemets son lui-même. Il a incarné en tout cas le cadavre de lui-même parce qu'à la base, il est mort dans un accident de montagne et du coup, c'est un esprit, je crois, démoniaque. Du coup, si j'ai bien compris. C'est un esprit, c'est une créature spirituelle qui a pris possession du corps d'un gars qui l'a trouvé en montagne. Et du coup, après, on rejoint son pote. Du coup, enfin, son pote. Plus, si je peux appeler ça tel quel. Tu peux. Ouais. Et du coup, je trouvais ça assez sympa parce que ça te permet de voir en fait à quel point tu peux paraître différent auprès des gens juste pour des tics ou des mimiques ou juste un petit comportement qui fait pas vraiment de toi ce que tu peux être. Et exemple tout bête, du coup, le deuxième perso dont j'ai plus le nom, du coup, Yoshiki, il y a toute une scène, l'épisode 2 ou 3, je crois, dans un supermarché où il rencontre la dame qui dit tu devrais te méfier quand même d'Hikaru parce que avec la scène où vous avez la POV de la caméra de surveillance, où en fait, on vous présente vraiment Hikaru comme l'antagoniste original, alors que le mec, au final, c'est juste un mec simple. Il veut juste profiter de la vie, pas canner, et vraiment profiter de la vie au maximum, parce que c'est un truc qui lui a été volé. Lui, c'est une opportunité pour lui de pouvoir vivre comme un humain. Et même l'épisode final sur la plage, sans forcément dire ce qui se dit, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment hâte qu'ils annoncent la suite aussi, parce que je vais pas vous dire que ça m'a laissé sur ma fin, mais honnêtement, Ça arrive. j'espère, en tout cas, j'espère le plus vite possible, s'il vous plaît. Ça arrive fort. D'ailleurs, dans le prochain roster qui sera sur ce plateau, pour la catégorie romance, on va parler de Summer Hikaru Died. Il y a des choses à dire là-dessus. Un autre personnage qui a vraiment marqué l'année, parce que l'animé, il est nommé dans plusieurs catégories, c'est logique, c'est ta copie de ta copie, justement, le poulpe. Je sais bien qu'il y en a qui se sont un petit peu insurgés du fait qu'on mettait un poulpe dans cette catégorie meilleur personnage masculin. Il se genre au masculin, en tout cas dans l'animé, ça se genre au masculin. On se dit ta copie, c'est quand même le GOAT. Il veut que le bonheur de Seishizuku au démarrage. Voilà, on va pas spoiler sur cet animé qui est très très court. Mais toi, de ton côté, Soge, qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage de ta copie ? Je l'ai trouvé. En fait, déjà, l'animé, dans sa globalité, j'ai pris la claque de ma vie. Enfin, pas la claque de ma vie, mais une grosse claque en tout cas.
Je m'attendais pas à me retrouver là-dessus. J'avais lu le manga, on me l'avait filé, et déjà le manga, je m'étais pris une claque. Et l'animé, je m'étais demandé comment ils allaient faire parce que les traits sont très particuliers dans le manga. Et je m'étais dit, mais est-ce qu'ils vont gérer l'animé? Et en fait, ils l'ont géré à la perfection. Et pour en revenir à ta copie, le personnage, tu t'y attaches beaucoup. C'est un. Je sais pas, c'est un Doraemon un peu. Tu vois, en fait, c'est littéralement Doraemon. Oui, hein. Il vient de les l'espace, gadgets. un alien, et il est là pour découvrir un peu ce qui se passe ici, et il comprend que dalle. Et en fait, j'aime bien ce côté innocence qui évolue dans. Il comprend petit à petit. Qui évolue dans un sens très particulier, on va dire. Et non, le personnage m'a marqué beaucoup. Et j'adore. Si vous voulez regarder un bon animé un jour, regardez ta copie, s'il vous plaît. Faut être dans un mood. Hein. Mais soyez déjà de base bien de votre vie, quoi. Si à un moment, par exemple, vous avez des idées noires, bon, attendez 2-3 ans. Tu vois. Regardez Médaliste à la place. Ouais, putain. Regardez Médaliste pour vous donner et après repartir sur ta copie. Mais vraiment, tu ressors changé. Quand tu regardes ta copie, il y a vraiment un avant et un après. Et encore une fois, faites attention à vous. Quand vous regardez ta copie, c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Genre vraiment. Public averti. Ouais, public averti et très averti. Faites attention à vous. Mais à ce point, parce que moi, j'avais beaucoup de choses à regarder, j'ai regardé un épisode peut-être, mais à ce point, ça te change à la fin quand t'as regardé. Tu ressors comme un autre homme. Ah oui, ok, d'accord, ok, à ce point. Non, d'accord, ok, bah juste là, vous me dites des... Waouh, tu vois, là, on me parlait de maxage, on me dit je max Denji, je max Riz, mais là, vous me maxez quelque chose, je vais m'occuper de votre cas plus tard. C'est vraiment intéressant, enfin, le traitement des personnages, l'originalité déjà du concept. Et moi, j'ai trouvé le personnage de Takopi, en fait, je comprends qu'il soit dans la sélection, j'étais totalement pour qu'il y soit, mais il est frustrant. Moi, j'ai été vraiment frustré avec le personnage de Takopi parce que il essaye toujours de faire bien, mais comme il ne sait pas comment faire bien et qu'il est toujours à côté de la plaque parce qu'il ne connaît pas comment fonctionnent les humains, t'es là en mode non, arrête, t'es trop con. Tu fais mal. Mais oui, tu fais juste mal, arrête. Et donc, je me suis retrouvé à plusieurs reprises devant ta copie comme ça, tu vois, genre, ah putain, c'est frustrant, sa mère. Mais j'avais envie de l'adorer. Et en même temps, de lui mettre des petites claques en mode frère, arrête de faire de la merde. Tu vois, mais c'est tellement ça. Ouais. Il passe un peu pour un personnage niais, je trouve, dans ses agissements, parce qu'au final, il découvre, lui. Ouais, c'est ça, carrément, il découvre. C'est genre, je trouve, moi, c'est pour remettre dans le contexte, moi, j'avais vraiment fait ta copie, j'ai fini, j'ai enchaîné avec Evangelion, je peux vous dire qu'à la fin, j'étais au bout du rouleau. Mais franchement, dans le contexte, je trouve que ta copie, c'est vraiment lui qui absorbe, entre guillemets, l'émotion, qui la regroupe, qui en fait une genre de grosse boule et qui vous l'envoie comme ça. Par exemple, le dernier épisode, j'ai trouvé trop lourd en termes de poids émotionnel à transmettre. Ouais, parce que en fait, lui, il est dans l'éternelle incompréhension parce qu'il comprend rien à ce qui lui arrive, comme vous avez dit tout à l'heure. Et en plus de ça, vous avez toute la partie où il a un peu, moi j'appelle ça le maxi outil mystère. En gros, il peut donner des outils comme ça. Ouais, c'est Doraemon, hein. C'est Doraemon en fait. Hein. Et ça sert entre guillemets à tout, sauf ce à quoi c'est supposé servir. Pour ça, moi je dis ici, si vous avez des problèmes, en tout cas, parlez-en, parce que l'animé est vraiment lourd. Et je sais qu'il y a des gens qui ont regardé ça, bon, ça les a pas forcément aidés, mais en tout cas, ça peut aider des personnes à sortir, entre guillemets, de leurs problèmes. Alors oui, ça change un petit peu la tonalité du live, mais en tout cas, vraiment, si vous avez des soucis ou des problèmes quelconques, parlez-en à quelqu'un. Voilà. Non, je suis totalement d'accord, même si c'est lourd comme sujet. Bah, ta copie, ça traite de ce sujet. Donc, il faut pas juste survoler ce sujet, quoi. Faites attention à vous. Et c'est un beau... Enfin, en tout cas, cet animé partage vraiment ce genre de sentiment. Il contraste aussi un petit peu le côté vraiment... pas dark, mais genre le côté un peu vraiment tragique, entre guillemets, des 6 épisodes. Il est là en mode « Salut, c'est moi !» C'est en plein milieu du truc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... C'est la boule rose, c'est la boule de positivité. Il se veut positif, alors qu'en fait, t'es là en mode « Regarde autour de toi et allez, réveille-toi !» C'est ça, il y avait un beau contraste entre le personnage qui veut absolument faire le bien partout, il est là pour le bonheur de tout le monde, et il évolue dans un milieu où rien n'est positif, quoi, vraiment. Et c'est ce contraste-là aussi qui est intéressant dans ta copie. Pour sortir un petit peu de la sélection des nommés, parce qu'il y a plein d'autres personnages super cool qui ont vu le jour cette année, on a un animé qui a été représenté dans d'autres catégories, notamment Sanda, avec son personnage principal qui est Sanda. De ton côté, Paco, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce personnage ? Franchement, quand j'avais découvert l'animé, du coup, parce que j'ai pas vu le manga demain, je sais plus comment elle s'appelle. Haruhi Itagaki, je pense. De Itagaki, oui, bien sûr, celle qui avait fait du coup Beastars aussi. Franchement, le développement en tout cas de Sanda et de son entre guillemets second rôle,
j'ai trouvé ça vraiment assez sympa, même si au début, j'étais quand même un petit peu étonné de savoir la tournure qu'allait prendre l'adaptation, du coup, parce que j'étais pas encore forcément sûr de vers quoi on allait se tourner, même si on avait quand même des éléments assez logiques, comme par exemple le principal, ou l'arrivée de, mince, je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui arrive à la fin, qui est vraiment avec le surveillant pour abattre, entre guillemets, le Papa Noël, si on peut appeler ça comme ça. Mais vraiment, entre guillemets, si vous regardez ça, je trouvais juste ça un petit peu bête de l'avoir mis se terminer pour Noël et pas après Noël. Vraiment, vous regardez Noël, vous êtes dans l'esprit festivité, vous sortez de là, bim, un animé sur Noël, ça aurait été cool. Mais bon, pour en revenir à Sanda, je trouve vraiment que son côté, entre guillemets, ça n'a pas vraiment une bipolarité, mais entre guillemets, le personnage du Père Noël et sa personnalité à lui, elles sont un peu contradictoires de temps en temps. Et en plus de ça, vous avez vraiment, exemple, la fille qui lui faisait, entre guillemets, des désavances. Quand tu le vois en Père Noël, il est en mode « Non, non !» Ça me fait assez rire aussi, parce que c'est vraiment essayer de condenser deux personnages en un. Enfin, je compare à double face, entre guillemets, pas forcément dans Batman, mais les personnes, en tout cas, qui ont deux personnalités. Je trouve ça vraiment assez sympa d'avoir quelqu'un comme ça représenté qui a deux personnalités, parce qu'en soi, on peut aussi, quand je vous ai proposé Sanda, ça avait aussi cette facette-là, du coup, avec tout l'aspect qui est caché de Noël, pourquoi il est là, pourquoi il ne doit pas porter de rouge, etc. Franchement, c'est pour ça. Et vraiment, je trouve que l'adaptation est cool. Le développement qu'on en fait de lui et de la personne dès le début qui veut Je trouvais ça quand même vraiment sympa. Voilà. Je suis d'accord. Ouais, il y avait des beaux personnages. Mais en termes d'antagonistes, je trouve que Sanda, c'est un des animés où on a un antagoniste que je trouve vraiment trop cool. Il est trop bien. Il est trop marrant et flippant à la fois. Ouais. Il a une vraie aura. Il est super Tout creepy. Je sais contre les pas. enfants. Tout contre la jeunesse. C'est ça. C'était assez intéressant. On avait aussi comme personnage le MC de Mononoke, pareil, qui a son deuxième film, si je dis pas de bêtises, le film Mononoke, qui avait été nommé l'année passée. Il n'a pas été nommé cette année. On aura l'occasion de parler des films la semaine prochaine. Mais que toi aussi, Paco, tu avais bien aimé en particulier. Oui, alors même si c'est pas son film, parce qu'à chaque fois il reste en retrait, je trouve, dans les deux films par rapport aux 12 épisodes et à l'animé encore d'avant, folklorique, où Mononoke adapte qu'un arc, enfin ne représente qu'un arc, je trouve que c'est pas forcément lui en tant que tel que j'ai bien aimé, c'est genre lui et les actions, parce que logiquement il cherche des démons folkloriques, entre guillemets, qui mettent à mal tout entre guillemets, le plot du film, et lui il est là vraiment en mode un peu inspecteur, mais si, regardez, c'est cet élément-là, c'est grâce à ça qu'on pourra le traquer. Et je trouve vraiment, il a un peu cet esprit mystérieux qu'on peut retrouver. Il est vraiment très très dur à cerner, je trouve. Même j'ai essayé quand même de regarder à minima sans me perdre tout ce qui suivait, enfin tout ce qui précédait, entre guillemets, parce que je me suis tout fait là en fin d'année. C'est super. C'est assez spécial comme délire. C'est assez spécial. Il faut déjà aimer le côté folklorique. Que j'ai un peu de mal déjà à cerner à la base. Alors vraiment après quand on part dans le traditionnel japonais, ce genre d'animé-là, je trouve, quand vous n'êtes pas japonais ou vous vous intéressez pas, entre guillemets, à la culture vraiment japonaise intrinsèque, c'est-à-dire les histoires, les contes, tout ce qui est traditionnel, vous n'allez pas vous retrouver perdu, mais en gros, vous allez passer quand même à côté de pas mal d'éléments. Ouais, c'est ça. Un peu comme l'humour que vous pouvez retrouver dans Gintama, où plein de gens trouvent qu'ils accrochent pas, c'est parce que c'est la culture nippone à 100%, la politique, les acteurs, etc. Enfin bref. Et du coup, là, en l'occurrence, je trouve vraiment qu'il garde ce rôle de personnage énigmatique parce qu'il se transforme dans à peu près tout soit dans les films, dans la série. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est en quoi il se transforme? Parce que tu le vois, il a sa grosse jarre derrière, t'as l'impression, c'est un mec, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis marchand. Le mec, en fait, il peut te retourner un événement comme ça. Tu te dis, le mec, il s'incruste, c'est Hitman, en fait. Le mec, il s'incruste en plein milieu. Il a un objectif à remplir. Il est toujours là au bon endroit, au bon moment, en tout cas. Moi, c'est ça que j'ai vraiment aimé. Même si, en tout cas, j'en ai pas parlé dans les personnages féminins, mais les personnages féminins dans le deuxième film sont vraiment bien. En fait, c'est elle qui porte le film. Tu vois, le personnage masculin, Russi, où j'arriverai pas, entre guillemets, à prononcer son blaze parce qu'il y a trop de voyelles. Mais je trouve, en tout cas, c'est vraiment la pierre angulaire du truc. Parce que c'est grâce à lui que le plot peut se développer de manière pérenne. Putain, le tunnel que tu m'as mis. J'essaie de compléter, désolé. Maintenant, je me suis perdu dans mes explications. Je m'excuse. Dans un cas, en vrai, c'est intéressant parce que Mononoke, c'est pas un animé qui est beaucoup représenté parce qu'il y a une première série qui est sortie il y a quand même quelques années, 2012. J'étais au collège. Et puis, et qui était encore, assez particulière en termes de DA, en termes d'histoire, en termes de C'est personnages. exceptionnel, là. C'est assez C'est intéressant, magnifique. mais C'est c'est folklorique. compliqué, je trouve, de rentrer dedans. Et là, ils sont revenus avec deux films. Un film qui avait été nommé l'année passée. Et là, un deuxième film qui revient. Et toujours ce personnage principal, super énigmatique et super intéressant, dont on parle à chaque fois dans les délibérations parce que voilà, il est présent, il est là, on ne sait pas trop où le mettre. Donc voilà, c'était quand même important d'en parler ici. Est-ce que vous avez d'autres personnages cette année qui vous ont peut-être marqué dans l'un ou l'autre animé que vous avez visionné?
On a parlé de Deku, on a parlé de Bakugo. Mais pourquoi on parle pas de Tomura Shigaraki, s'il vous plaît? Mais oui, parce qu'on a eu sa conclusion à lui aussi au final. C'est un personnage qui mérite. Pourquoi n'est-il pas là? C'est vrai qu'on n'a pas cette année de catégorie antagoniste parce que à plusieurs reprises, durant différentes années, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à vraiment avoir un groupement de 8 antagonistes intéressants qui tenaient la route. En général, en fait, il y a plein d'animés déjà où tu n'as pas forcément d'antagonistes, donc c'est compliqué. Et puis, il y en a beaucoup où ils sont là, mais est-ce que ça mérite une place dans les nominations? Donc, on avait retiré cette catégorie, mais je pense que cette année en particulier, si on avait la catégorie antagoniste, Shigaraki aurait été. J'accepte les explications. Évidemment. Voilà. Excuse-nous, Sarah. Voilà. Écoutez les amis, je pense qu'on a déjà pas mal discuté des personnages. Alors, on aurait pu encore évidemment, vous le savez, parler en long et en large de plein d'autres personnages de cette année, parce que voilà, on a eu déjà, je pense que cette année on a plus ou moins 250 animés qui sont sortis. En tout cas, je sais bien qu'il y avait 273 nouveaux openings sur l'année 2025. Donc si on considère qu'un opening plus ou moins égale une série ou voilà, globalement ça fait beaucoup de personnages à aborder. On a décidé de parler ici des principaux, de ceux qui ont été nommés et des quelques-uns qu'on souhaitait aborder. Maintenant que ceci est fait, je vais laisser la place à Yanis au niveau de la présentation ainsi que à ce petit changement de roster pour parler des catégories de genre. Et on va commencer avec la meilleure romance.